Avant de commencer ce podcast, je voulais vous parler de Car Vertical, car Car Vertical sponsorise cette vidéo, car nous faisions des milliers de ventes par mois. Et le plus important pour moi, en tant que dirigeant de ce réseau, c'est de sécuriser les véhicules qu'on vend. Car Vertical va vous donner l'historique du véhicule dans toute l'Europe, savoir s'il a été accidenté, si le kilométrage est réel ou pas. Et là, je suis dans mon agence de Méry-sur-Oise où on a un cas très concret, avec cette Dodge que vous voyez là, qui a été importée au départ des États-Unis. Mais avant d'être importée aux États-Unis, elle a eu un gros choc pour plus de 30 000 € de réparation. Elle est partie en importation à Dubaï, puis après, elle est passée aux douanes en France et a été immatriculée en France. Donc grâce à Car Vertical, on a pu se rendre compte de toutes les problématiques qui avaient été engendrées à la base de ce véhicule et prendre la décision de le vendre ou pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard et bénéficiez tout de suite d'un code de réduction qui est juste en bas pour pouvoir vous-même commander votre rapport Car Vertical sur le véhicule que vous avez actuellement ou un véhicule que vous allez bientôt acquérir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur un nouvel épisode de Déclencheur. Merci de liker, de nous suivre sur cette page YouTube et je suis avec une personnalité des réseaux sociaux, de l'automobile et évidemment du business dans ce nouvel épisode. Merci à Pierre Chabrier. Comment ça va Pierre ? Ça va Yoni, merci. Et Tout toi ? va bien ? Très bien, écoute, on est bien là. Là, on est bien, il fait bon, il fait chaud et tout. Ouais. Le décor est cool. Ça te plaît ? Ouais. Bon, bah, c'est super. On va passer un peu de temps à parler de tous ces sujets-là. Le business, les réseaux, l'automobile, puisque c'est évidemment mon métier et ta passion. On va commencer par une question simple. Comment tu qualifierais Pierre Chabrier dans la vie ? Qui est Pierre Chabrier au-delà des véritablement, en dehors des caméras et des réseaux sociaux surtout ? Waouh. Alors déjà, Pierre Chabrier parlait à la troisième personne carrément. Comment est Pierre Chabrier ? Non, en vrai, je suis quelqu'un d'hyper curieux. J'adore apprendre des trucs en permanence. J'adore découvrir de nouvelles choses et j'ai besoin de ça surtout. Moi, tu sais, j'ai besoin vraiment d'être stimulé sur tout plein de choses qui viennent à moi, que j'apprends et que je découvre. Ça, je trouve que c'est mon moteur vraiment. J'ai besoin de ça. Et en même temps, une qualité et un défaut. Enfin, ça peut être les deux. C'est-à-dire que je ne sais pas être autrement devant la caméra qu'en vrai. Et du coup, c'est cool pour la sincérité. Ça permet de ne pas jouer une personne et donc d'être juste quitté. Donc, tu te forces jamais et donc c'est facile. Sauf que du coup, vu que tu es sans te forcer toi-même, bah, le toi-même, il a des défauts. Et du coup, ils ressortent aussi devant la caméra puisque tu les lises pas. Et bah, typiquement, je sais que je peux être pas mal impulsif. Je sais que y a des émotions parfois qui sont plus fortes que d'autres, comme tous les humains, tu vois. Et donc, vu que tu sais pas les contrôler parce que tu n'es pas dans un personnage que tu joues, bon bah elles sortent nature peinture, quoi. Et du coup, voilà, c'est à double tranchant. Ça peut être. Mais c'est pas ce que les followers ou les abonnés qui te suivent cherchent aussi, d'avoir quelqu'un d'authentique, quelqu'un. Alors, on parle pas des détracteurs, on parle vraiment des personnes qui te suivent, parce que c'est ce qui nous intéresse, les autres nous intéressent pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les personnes qui te suivent, qui t'apprécient, qui aiment ce que tu as toujours fait. Mais est-ce que c'est pas aussi l'idée, et puis être devant un téléphone, comme on le voit sur les réseaux sociaux, c'est aussi se dire, bah, je suis au naturel, je suis comme ça. Alors, je pense qu'il y a bien beaucoup d'influenceurs qui le font différemment, mais toi, en plus, tu viens du monde du cinéma, si j'ai bien compris. Donc, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le monde du cinéma qui est le cinéma, on fait un film, et les réseaux sociaux, pour toi, c'est naturel. Je suis là, je suis comme je suis, avec mes défauts, comme tout le monde. Ben justement, c'est exactement ça. C'est que puisque je viens du cinéma, quand je fais du cinéma, je fais du cinéma. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Oui, on met tous les artifices qu'il faut pour faire du cinéma. Mais pour moi, les réseaux sociaux, YouTube compris, c'est pas du cinéma. Moi, ce que je veux montrer, c'est quand on parle de bagnole de façon réaliste. Il y a des specs techniques à respecter, elles sont comme ça. Je vois pas pourquoi j'en dirais plus, j'en dirais moins. Je vais vraiment dire ce que je ressens comme je le ressens. Il n'y a pas de raison de faker ça. Et au contraire, et c'est ce qu'avait beaucoup plu avec Villebrequin, et donc je ne changerai pas sur toute cette ligne-là, c'est qu'on dit exactement ce qu'on pense, ce qui faisait peur à beaucoup de constructeurs, puisque justement, quand c'était pas bien, on le disait. Et bon, bah, c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qui a fait que les gens aimaient bien et nous faisaient confiance sur tout ça. Et moi, je n'ai pas changé, je ne changerai pas, parce que c'est une force. Mais, comme je te disais, ça peut être une faiblesse, parce que des fois, tu te laisses dépasser par tes émotions, et bon, bah, parfois, tu as des mots plus hauts que l'autre, ou voilà, mais c'est ce qui fait d'une personne un humain, quoi, je pense, en vrai, un vrai humain. C'est sûr, mais c'est que tu lis pas un script au final et que tu es naturel. Et puis je dirais même quand tu lis un script, on sait bien que même dans le cinéma,
Si on prend les plus grands acteurs, ils ont leur script, mais ils vont jamais respecter la totalité du script parce que ce qui fait leur force, ce qui fait leur reconnaissance, c'est ce qu'ils vont rajouter, c'est la touche personnelle de l'acteur. Alors, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on peut penser qu'il y a des choses qui sont surjouées, mais pour toi, ça a toujours été, tout ce que tu as pu faire, c'est toujours naturel. Comme Ah ouais, tu vraiment, es ouais. avec moi, comme on discutait avant, bah, tu seras pareil devant ta caméra. Ah ouais, vraiment. Enfin, je te laisse témoigner, hein. Tu témoigneras à la fin, tu verras. Moi, c'est pas peut-être à moi d'en juger, mais moi, en tout cas, je m'efforce vraiment de tenir cette direction-là, parce que je trouve ça hyper important, hein, de pas avoir à mentir, à créer quelque chose, quelqu'un, parce que c'est trop dur après. Tu dois te remettre dans le perso à chaque fois que tu fais un contenu, à chaque fois que tu es face à des vrais gens. Parce que les vrais gens, si tu le fais pas, ils vont se rendre compte que t'es pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Et les gens que je croise tous les jours, a priori, ils ont pas ce choc des titans, tu vois, d'un perso qui verrait sur les vidéos et du perso dans la vraie vie. Donc, je dois pas trop mal m'en sortir. Mais J'essaye. nous, on en parlait tout à l'heure, parce que tu sais qu'on travaille aussi avec Akram, que j'adore. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Akram, moi, je fais des vidéos avec lui dans la rue, et à n'importe quel moment, quelqu'un qui vient, il sera aussi naturel, il va répondre, faire des photos. Et on en a vu d'autres, qu'on citera pas aujourd'hui, mais sur des mondiales qu'on a pu faire de l'automobile, où c'est pas du tout l'image qu'on voit des réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, si on montre la vraie image qu'on a, bah, c'est sûr que ça peut ne pas plaire parce que du coup, je joue pas un rôle, j'embellis pas et je ne dis pas que ce que les médias ou ce que les personnes qui me suivent veulent entendre. Et c'est ça la liberté d'expression. On parle beaucoup de liberté d'expression, mais c'est ça la liberté d'expression, c'est dire ce que j'ai envie de dire. Et puis, en préparant cette émission, on en a discuté et tu m'as dit, moi, je vais aborder tous les sujets que tu me donnes, je les aborde, j'ai pas de tabou sur ça. Et ça, je trouve ça bien parce qu'au final, on va avoir une émission où les questions que moi je veux poser, bah, j'aurai les réponses et c'est les questions que moi je veux poser qui sont naturelles. Et si tu veux, pour être encore plus transparent, et c'est ce que je t'ai dit aussi pendant la préparation de l'émission, euh, moi je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème. La seule limite qu'il y aura, c'est sur des sujets sur lesquels il y a du juridique et que je ne peux Tout pas à fait. forcément interférer sur ces points-là. Mais en vrai, normalement, même ces sujets-là, ils viennent pas trop interférer, donc ça va. Et Normalement, puis, je peux c'est tout pas dire. les sujets qui nous intéressent le plus aujourd'hui. On veut parler avec toi passion automobile. Alors, même si on va parler un petit peu de ton passé, parce qu'on t'a connu, moi pour ma part, avec Villebrequin. Mais l'idée de cette émission, c'est vraiment justement passion, parce que, encore une fois, je suis du monde automobile. Et puis, j'ai eu la chance que tu viennes dans un de mes points ventes. Donc, c'était marrant, puisque même là, bah, tu parles de naturel. Et si je peux me permettre d'en parler, Pierre, parce que j'étais pas là à ce moment-là, mais il y avait Émile, mon directeur commercial. Et quand vous êtes venu, il y en a un qui a pris un aspirateur, un qui a pris un truc pour déconner, pour faire la photo qu'on avait faite. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont barges tout le temps, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, on voyait qu'il n'y avait pas un rôle qui avait été joué. Et autre chose aussi, tu as vendu, et ça, j'ai eu l'info avec Thomas à Sainte-Maximin, Simplicicar Sainte-Maximin, ton Range Tout à Rover, fait. Ouais, qui était avec un covering or de mémoire que tu as dû enlever. Et on a vendu ton véhicule. Donc, tout à fait. sans le savoir, je l'ai appris il y a quelques jours. Tout à fait. Ça a été passé par vos mains, Voilà. expertes, et il a été vendu. Ça s'est très bien passé. Donc, super. Parlons de ta passion automobile. Dis-nous-en un peu plus. Bah écoute, je crois que je commence à l'avoir dit pas mal sur les réseaux, mais effectivement, moi, elle est née avec mon papa, mais pas comme on l'imagine. C'est-à-dire que souvent, on dit, voilà, le papa, il fait de la mécanique, le papa, il fait de la voiture et tout. Mon papa, il fait ni l'un ni l'autre. C'est juste que il avait ça dans le sang, mais de façon assez pragmatique. Bon, alors, il regardait le rallye de fou, la F1 aussi. Le rallye, du coup, je le regardais avec lui, c'est ce que je préférais à l'époque où c'était vraiment diffusé. Ça, c'était cool. Bon, il y a encore le WRC, mais c'est quand même moins bien qu'à l'époque. Et, euh, et puis, bah, il avait cette passion, carte Michelin dont j'ai déjà parlé, mais une autre passion qu'il avait, c'était tous les bouquins sur la bagnole possible et imaginable. Les autos plus, les autojournaux et tout. Je suis retourné dans le sous-sol de mes parents, c'est vraiment le sous-sol de mes parents. Il y a tout un placard avec, il y a de l'autojournal de 98, quoi. C'est-à-dire qu'il les a tous C'est fou. C'est-à-dire que j'ai fait un essai d'un Zafira OPC. Eh bien, il a retrouvé l'année de la sortie, il a retrouvé le bouquin de l'année de la sortie du Zafira OPC 2006 qu'on a essayé. Donc, il est dans son autojournal avec les specs de l'époque, le prix et tout. C'est génial. Et ça, moi, je sais que je le vivais beaucoup à travers lui, les choix des nouveaux véhicules qu'il avait, etc. Il m'a toujours fait participer à ça et on allait à tous les rassos, tous les salons de l'auto, tous les salons du tuning. Enfin donc voilà, j'ai été baigné dedans quand même assez vite, mais pas comme on imagine, quoi.
Ok, donc vraiment passion de départ, turbo, automoto, tu regardais toutes les émissions qui passaient. Ah ouais, ouais. Et le salon de l'auto, moi je l'ai connu aussi jeune, parce que pareil, mais c'était pas le salon d'aujourd'hui, c'était Non. le vrai salon où moi je me rappelle, j'y allais et je ressortais avec des sacs, mais j'ai l'impression que Mais c'était le oui, camp de récré. On moi avait les j'adorais. posters, on Ah avait ouais. les voitures, on attendait que ça, il y avait des queues, mais il y avait un vrai engouement, c'était un vrai salon. Et ça, c'est dommage et que ça se perd énormément en France, parce que moi j'étais en Chine, sur un petit salon, hein, un salon comme tu dirais le salon de Lyon, mais qui fait 20 fois celui-là, où tu as Lamborghini, tu as Rolls-Royce, tu as Porsche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les salons coûtent cher, c'est vrai que pour certains il y a moins de rentabilité, mais quand on entend que Ferrari, les rentabilités qu'ils ont, ou Porsche, revenez sur les salons, faites-nous plaisir, et puis faites rêver les enfants de demain qui seront propriétaires de ces voitures-là. Ou les salons baissaient un peu les prix, histoire qu'on ait de nouveau des vrais acteurs de l'automobile qui aient les moyens de venir. Parce que c'est pas qu'une question, à mon avis, pour avoir fait le mondial de Paris à l'époque avec le multiplat, on connaît les tarifs. On comprend pourquoi les gens n'y vont plus. Hein. Vraiment, c'est des budgets. Enfin, il y a un moment, ok, c'est des grosses marques qui font des chiffres d'affaires et des bénéfices gigantesques. D'accord. Mais ils ont quand même un côté pragmatique du business à gérer. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre vraiment 20 millions dans un stand? Peut-être pas. C'est peut-être pas notre priorité de l'année. Même si on a l'argent, on va peut-être pas le mettre là. Et je comprends, franchement, il y a un moment quand tu vois un salon où tu as des stands où vraiment juste au sol, sans avoir aucune installation, tu en as déjà pour un demi-million d'euros, même si c'est pour des grosses marques, il y a un moment, les mecs, un peu de sérieux. Là, hier, j'écoutais justement une intervention où il disait que en France, le budget récupéré en termes de dépenses pour les salons et foires en France, c'est 5 milliards. Ouais, Et dedans, ça putain, comprend. Mais donc, on voit que, bon, c'est sûr que ça rapporte parce que ça fait quand même travailler des artisans bien qui sûr. vont concevoir les stands, les graphistes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous, on vient de sortir d'un salon pour de la franchise. L'électricité, l'électricité, Ouais, pour avoir l'électricité ouais, sur un stand, tu as payé ton stand ouais. 25 000 Oh, je euros. me Kenny, rappelle, oui. tu arrives, tu payes ton électricité. Avec Alexis, on était choqués, qui gère le Ouais, digital et qui a fait notre stand qui était tout numérique. 2 000 € pour 3 jours pour ouais. avoir l'électricité. Ouais, Mais on a eu les mêmes c'est dingue. chiffres, donc je Donc, connais. donc, en fait, oui, je comprends ce que tu dis, mais revenez, on a besoin d'avoir, on Je a suis vu cette d'accord. année Les deux, faites un Renault, petit effort. voilà, on Ouais, a je suis vu d'accord. Renault, Citroën qui ont fait des stands de dingue cette année, qui sont français et c'est très bien. Et après, autre chose aussi, on a jusqu'à 2035 pour la transition énergétique. Ne nous faites pas un salon 100% électrique comme on a pu le voir. On Je suis veut d'accord. rêver, on veut rêver, on Ouais. veut voir de la belle voiture, on veut voir du multiplat, on veut voir des dingueries, on veut voir des Porsche, des Audi, des V12, tout ce qu'on veut voir, c'est ça jusqu'à 2035. 2035, vous ferez des salons électriques et peut-être que le salon disparaîtra à cause de ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Non, t'es pas Ah, d'accord? si, voilà, il y a un moment. Enfin, tu vois, les gens, qu'il faut voir comment ils étaient contents quand on a démarré la bagnole. Enfin, quand il y a des événements comme ça, quoi. Et on veut encore ressentir des choses et vivre des choses. Et puis, le stand qu'il y avait à l'année où on l'a fait, il y avait quand même le beau stand avec toutes les Ferrari, etc. Alors, c'était pas Ferrari qui venait, mais c'était une collection. Bah, pardon, mais tout le monde y allait. Alors, c'était payant en plus, donc c'était un peu embêtant. Mais n'empêche que c'était blindé le stand, parce que les gens, ils ont encore envie de voir ça. Moi, je me rappelle vraiment de ce truc avec mon père, où moi, j'avais le petit caméscope dans la main et j'essayais de passer à travers les gens pour voir la Lamborghini sur le stand d'en haut. Et quand je voyais les gens dans le stand, je me disais, oh, la chance qu'ils ont de pouvoir rentrer dans le stand et tout. Et ce truc-là, on peut plus le vivre, parce qu'en fait, bah. Bon, bah, il n'y a plus de stand. Donc, au moins, Ouais. il n'y a plus d'envie d'aller dans un stand. Il n'est plus là, le stand. Comme ça. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que cette sensation, quand t'es gamin, c'est comme ça que tu véhicules aussi la passion. C'est que tu vois ces voitures un peu inaccessibles de loin, machin. Tu te dis, mais du coup, mais ça te donne envie de rêver de ce truc-là. Et donc, bah, tu vas te renseigner peut-être un peu. Tu vas chercher. Puis quand tu en vois une dans la rue, tu te dis, oh putain, je l'ai vu encore plus près que dans le salon et je l'ai entendu et machin. Et tout ça, ça crée, mine de rien. C'est bête, mais ça aide à faire avancer cette passion. Et il faut qu'on continue de la faire perdurer au plus possible, quoi. Et moi, j'adorais, on avait les posters, on mettait les Les posters petits dans notre stickers chambre. partout et tout. Les Ouais, stickers, c'était fou. c'était incroyable. Et puis, il y avait des hôtesses, il y avait de la moquette. Aujourd'hui, on est, oui, mais la moquette, ok, mais faites-nous un beau salon. C'est une fois tous les 2 ou 4 ans, je sais plus. Je me rappelle aussi le Voilà, prix de la moquette. voilà. Je vais te dire, on n'a pas mis une belle moquette, nous. Hein. Oh la vache. Oh, Mais, putain, mais je c'est sais mais c'est pourquoi. tout ça. Mais après, c'est un écosystème. Euh, Il n'y a pas que l'argent, il y a le rêve. Non, Faire mais rêver bien les sûr. générations. Moi, je sais que j'adorais Porsche quand j'étais jeune. Bah, ça m'a intéressé à la marque. Et aujourd'hui, je consomme la marque. Donc,
miser sur l'avenir, miser sur les enfants aujourd'hui qui vont être vos clients de demain. Et en tous les cas, nous, on mise beaucoup sur ça et c'est important. Donc voilà. Mais c'est vrai que la passion automobile est importante et elle commence tout petit. On se rend pas compte derrière les caméras quand vous êtes là. Souvent, il y a des petites critiques sur le son, sur le décor, le montage. Mais vous vous rendez pas compte du travail qu'il peut avoir de vidéo, de conception de la vidéo, de réflexion. Et moi, je dis toujours, j'en parlais encore une fois avec Akram sur la première vidéo, euh, pour beaucoup d'influenceurs qui sont très bons, pour moi, c'est des artistes. Les influenceurs ont un côté artiste parce qu'il y a un travail qui est fait. Et derrière, s'ils arrivent à capter autant de gens, c'est qu'ils ont un talent. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais pas, je serais jamais team de dire je suis artiste, je suis pas artiste. C'est aux autres de le dire. Tu vois, quand t'es un artiste, je trouve que c'est fou de dire je suis un artiste. Moi, c'est un truc qui n'arriverait jamais. Mais je comprends la réflexion et je vais répondre à ta question sur à quoi ressemble ma journée. En vrai, bon, déjà, moi, je me lève à 8h30 du mat. Je suis un petit vieux. C'est-à-dire que je suis. Alors, je me lève pas trop tôt parce que moi, avec les horaires décalés que j'ai, puisque je suis beaucoup plus du soir que du matin, je me couche très tard. Donc, je me lève quand même pas trop tôt, 8h30, tu vois. Mais pas plus tard, j'arrive pas à dormir. Je suis vraiment un vieillard. Je ouvre les yeux à 8h, 8h30 et je peux plus m'endormir. Et du coup, je commence ma journée où vraiment soit je fais d'abord tout ce qui est administratif le matin, je suis plus efficace au niveau du cerveau le matin, écrire l'administratif, etc. Et puis bah, en ce moment, après, c'est surtout la Racebox qui me prend jusqu'à 23h minuit selon, même plus tard le week-end. Et puis du coup, ça me permet sur place, moi j'ai mes bureaux sur place, qui me permettent du coup de prochainement prendre du stream. Mais je suis très organisé, alors j'ai pas trop de mal, même si il y a des périodes où il y a beaucoup de choses. Pour certains, il n'y a pas aussi le côté financier, de dire je fais ma vidéo, ça rapporte, je la fais pas, bah, je gagne pas. Donc il y a aussi, pour certains, peut-être une motivation. Est-ce que toi, c'est ta motivation, le financier, ou tu te dis bah non, je le fais par passion réellement, jusqu'au bout, et ça rapporte parce que ça fonctionne, mais c'est pas ma priorité. Non, en vrai, tu peux t'enfermer très vite dedans. Tu vois, à l'époque de Villebrequin, je sais que on arrêtait que un mois dans l'année de faire des contenus. Mais je sais que on n'aurait pas fait plus. On n'a pas loupé en 7 ans un seul jeudi. Hors les vacances, hein, Oui, tu bien vois, sûr. le mois de vacances qu'on se prenait. C'était quoi le mois d'août? C'est ça, ouais, Ouais. tout à fait. Qu'on n'a d'ailleurs pas toujours pris. On l'a fait à partir d'un moment. Et je pense parce qu'on était un petit peu rentré aussi dans cette spirale. Alors, de fait, t'es forcé, parce que comme toi, on était chef d'entreprise, donc t'as des gens à payer, etc. Donc tu peux pas avoir une chute de revenus d'un coup. Donc tu t'auto-pièges un peu dans ton. Ah bah, il faut faire du contenu parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut payer des gens, etc., etc. La réalité, c'est qu'on pouvait quand même prendre un peu plus de vacances que ça, parce que ça dégageait suffisamment de revenus pour pouvoir le faire. Mais du coup, on était un peu dans cette spirale. Et pour en venir à maintenant, je sais que je suis plus du tout dedans. De toute façon, mon objectif à terme, donc moi je m'étais donné un 2 ans, tu vois, c'était de passer à un quasiment 60-40, 70-30, mais la majorité dans mon business physique, et de faire passer les réseaux en largement second plan. Et quand je dis réseau, c'est autre, hein, tu vois, j'ai plein d'autres projets, des écrits, etc., dont on parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et ça, de les faire passer un peu en second plan, chose qui n'était pas le cas pour l'instant, mais c'était prévu initialement. Donc, même si là, il y a des choses qui accélèrent la donne avec ce drama, etc., la réalité, c'est que c'est ce que je voulais faire de toute façon, quitter un peu ces réseaux. Donc, en soi, c'est pas un drame, même si je vais pas les quitter intégralement, puisque j'ai envie de continuer là. Et puis, alors là, pour te dire, je vais faire absolument ce que je veux. C'est-à-dire que Tu sois maintenant seul, est-ce que c'est plus simple? Est-ce que toi aujourd'hui, justement, c'est peut-être t'as pas ces revenus financiers qu'il y avait avec Villebrequin, mais c'est aussi le choix, parce que on parle beaucoup aujourd'hui d'entrepreneuriat, d'argent qu'il faut réussir, mais est-ce que l'argent c'est une fin en soi? Et est-ce qu'aujourd'hui sa passion ou sa liberté totale n'est pas des fois plus importante que tout ce que ça peut engendrer derrière? ça, je pense que c'est que des gens qui sont un peu en sécurité financière qui peuvent le dire. Et c'est pas un jugement pour toi, hein. Oui, bien sûr. C'est que je pense que pour le coup, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans la HES et
c'est difficile de dire ça quand tu es vraiment en galère de fin de mois et te dire que l'argent, c'est pas une finalité. Bon, bah si, quand je dois manger, l'argent, c'est une finalité, quand même. Et donc, voilà, c'est pour ça que je veux quand même nuancer. Mais la réalité, c'est que quand tu as réussi à trouver un niveau de vie qui te convient et que tu arrives à avoir ce niveau de vie, il peut être pas un niveau Instagrammable, hein, parce que mine de rien, on parle beaucoup de ça, les réseaux et tout. Si tu arrives à avoir ce niveau de vie et qui te va parfaitement et que tu arrives à avoir ces revenus en face et d'être à l'aise à ce niveau-là, à ce moment-là, je pense que tu peux facilement te rendre compte que oui, c'est pas une fin en soi, mais qu'il en faut un minimum quand même. C'est-à-dire que tu te dis, si ça, j'ai fait mon petit, tu sais, comme dans les jeux vidéo, j'ai mon checkpoint, voilà, j'ai fait mon checkpoint d'argent. Une fois que j'ai ça, tout le plus, c'est du surplus, et c'est des vacances en plus, c'est des petits plaisirs, peut-être une voiture chez Simplicity Car un peu cool, c'est plein de trucs, mais ça, c'est du superflu, c'est cool. Et après, tu te fais plaisir. Mais la fin en soi, elle a quand même, tu vois, un niveau. Il y a un moment où elle arrive, et puis une fois que la fin en soi est sécurisée, après, tu peux te dire, OK, comme là, et c'est pour ça que je fais ce rebond-là, j'ai fait le choix de continuer à faire quand même des contenus qui me coûtent plus d'argent qu'ils m'en rapportent, mais parce que j'ai décidé de me faire plaisir. Parce qu'effectivement, avec Villebrequin, on s'enfermait quand même dans un truc où c'était parfois une obligation de faire un contenu. Il y a des moments, il y a des Vultech, pardon, c'était des moments T'as pas le choix. un peu chiants à faire hein, pour tout le monde. C'est pas très agréable, la journée, elle est pas top. Tu t'emmerdes, hein, vraiment. T'es debout devant la cam à déblatérer un script que t'as écrit. Bon, voilà, c'était pas les contenus qu'on adorait le plus faire. À un moment, il fallait se lever un dimanche. En plus, on les faisait que les dimanches parce que le Lyon, on l'avait que le dimanche. Je te jure que les Vultech, il y a des dimanches où on soupirait un petit peu. Mais ça payait bien. Et ça payait, évidemment, parce que t'imagines, c'était le format le plus rentable. Avec les revenus que ça génère sur YouTube, c'était plus d'un mois de revenus. Parce qu'il faut le voir comme ça. C'était globalement un mois de revenus tourné en une journée. Il n'y a rien de plus rentable. Tu vois, un essai de voiture, c'est 1 ou 2 journées, 3 jours parfois, pour une vidéo. C'était le truc le plus rentable qu'on avait, c'était clairement le Vultech. Et du coup, à la fois, c'est pour ça que c'est pas une finalité l'argent, c'était celui qui nous plaisait le moins quand même. Ouais. À faire, tu vois. Même si c'est très agréable de véhiculer cette passion autrement et avec la technique et tout, franchement, c'était très cool. Les plus sympas, par exemple, c'était ceux où on parlait d'histoire d'automobile, où tu étais plus rapproché de l'auto, plus que de la technicité, tu vois, les freins, le moteur et tout. On n'était pas là-dedans. Pour être honnête, vraiment, on n'était pas là-dedans. Enfin, je sais que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je savais qu'on était à l'aise. Je me suis rendu compte à quel point Villebrequin générait des revenus après Villebrequin. C'est très bizarre à dire, mais en fait, Explique-nous, parce que même moi, tu m'as perdu. Ouais. En fait, quand t'es dedans, moi j'étais vraiment enfermé. J'entendais tous les jours, si tu veux, quelqu'un me dire, et ce quelqu'un, c'est mon associé, hein, qu'on n'aille pas encore dire que je dis Voldemort. Ex. Oui, ex. Non, théoriquement, pas encore ex. On a toujours une société en commun. Oui. Techniquement, on est encore associés. Qui répétait en permanence qu'on n'a pas assez d'argent. Donc dans ma tête, c'était un peu rentré, ce truc de oui, on se verse des petits salaires, mais en fait, on n'a pas dosé. On se versait quasiment pas de dividendes et tout. Pendant Villebrequin, on se versait un petit peu d'argent, mais vraiment, c'était par rapport à ce qu'on générait. C'est ça qu'il faut remettre en perspective. C'est important, c'est que vous générez des millions d'euros. On parle pas de. Complètement. Tout à l'heure, on parlait d'argent, justement, sur lequel je te disais, c'est pas une fin en soi. Alors, peut-être je m'étais mal exprimé, c'était dans le sens où, à un moment donné, quand on arrive à avoir généré des millions d'euros, qu'on a de l'argent, c'est plus aujourd'hui une priorité, et c'est dans ce sens-là que je disais, c'est pour ça que je voulais aussi remettre les choses dans ce contexte, parce que je vais me faire aussi. Mais non, c'était pas le but. Mais du coup, l'idée, c'était de se dire qu'à un moment donné, quand on a réussi à générer beaucoup d'argent et à avoir l'intelligence d'en placer, que ce soit dans l'immobilier ou de le mettre de côté, oui, c'est plus une fin en soi, parce que après, on a un choix qui est différent. Je ne travaille plus pour manger, je travaille pour derrière alimenter ma vie de tous les jours, et j'ai derrière un bagage qui m'attend, qui est sécurisé, que derrière, si j'ai quoi que ce soit, je peux l'utiliser. Mais c'était surtout pour préciser ça. Mais c'est vrai que si on revient à l'histoire Villebrequin, vous avez généré des millions d'euros. Donc ça, moi, alors, en tant qu'entrepreneur, encore une fois, et là c'est mon poste que je défends, quand tu me dis on prenait à peine des salaires, des dividendes, il est parti où l'argent? Parce qu'à un moment donné, c'est pas possible, parce que c'est incompréhensible. Quand on voit les influenceurs aujourd'hui, et vous étiez dans le top 3 des plus gros influenceurs automobiles, si ce n'est le premier, alors je peux pas le confirmer, mais... On était le premier. Vous étiez le premier, voilà. Tu vois, je préférais te dire. Non, mais t'as raison, mais c'est pas en du tout étant prétentieux. premier, quand on voit ce que va générer
Aujourd'hui, GMK, il a fait une vidéo sur ça, ce que le rapporte ses réseaux sociaux, Akram. Mais oui, mais Et en fait, aujourd'hui, on se demande comment on arrive à avoir mais, ça. ouais, mais ça, je l'ai déjà dit. C'est qu'en fait, on avait tous les deux un rapport à l'argent très différent. Moi, j'ai toujours été à l'aise avec le sujet. En France, il faut pas. Mais j'ai toujours été à l'aise avec le sujet. Et lui, pas du tout. Et du coup, dans une société, on était tous les deux. Donc, je pouvais pas faire ce que je voulais avec l'argent, et lui non plus. Du coup, moi, je venais avec des propositions de viens, on place la trésorerie, puisqu'on la sort pas pour nous. Viens, on place la trésorerie. Viens, on fait de l'investissement immobilier. On utilise cette trésorerie pour faire des choses. Il n'a jamais été d'accord, c'est sa vision des choses. Et du coup, on avait de la trésor qui dormait pour rien, et beaucoup de trésor. Ça s'est compté en millions, oui. Donc, pour les entrepreneurs qui nous regardent, je pense qu'ils agrippent leur chaise comme ça. Comment ça, il y avait de la trésor qui dormait, autant de trésor qui dormait? Parce qu'une boîte qui a 1 million d'euros de trésor, qui la place nulle part, c'est objectivement une aberration, c'est complètement con. Et j'en suis conscient, hein, mais voilà, j'avais pas le choix. Et deuxième chose, je reviens quand même sur les millions. Euh, on a généré sur 8 ans, peut-être, j'ai pas les chiffres sur les 8 ans, mais on doit être peut-être à 4-5 millions. On n'a pas généré 27 millions, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas une multinationale non plus, mais c'était beaucoup. Et effectivement, on se sortait, je crois, une fois des petites dividendes, je sais pas, j'ai pas de montant en tête, je me rappelle plus, mais peut-être 30-40 000 euros de dividendes, ce qui est beaucoup, mais ce qui proportionnellement est finalement pas grand-chose. Et puis un SMIC chacun. C'était globalement ça l'idée. Sauf que le truc, c'est que après Villebrequin, là, il fallait distribuer les dividendes qui restaient. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, il y avait tant que ça, en fait. Alors, encore une fois, il devait rester 1 million d'euros de trésor sur la société. Donc, mais c'est pas mal, là, déjà. Tu te dis, ah ouais, dis donc, il y avait... et on n'en faisait rien. Et du coup, effectivement, c'est ce qui m'a permis de lancer mon projet, la Ricebox, très clairement. Moi, j'ai tout investi direct, il n'y a pas de sujet. J'ai investi un peu dans les contenus que je fais, donc j'ai un tout petit peu de côté pour continuer à faire des contenus. Le reste, ça part dans un projet. Parce que moi, j'avais envie de le voir exister, cet argent. Tu vois ce que je veux dire? L'argent pour de l'argent, il y a un moment, moi, j'avais envie de le voir vivre, que ça crée un truc, que ça serve à quelque chose. Tant qu'à en avoir, autant l'utiliser et que ça serve vraiment à quelque chose, quoi. Mais en tant que, du coup, parce que vous étiez entrepreneur de cette structure qui était Villebrequin, on parle côté financier. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, on commence à prendre de l'ampleur, on va se structurer, justement prendre un expert comptable qui va peut-être nous aiguiller sur comment placer notre argent, comment optimiser fiscalement, légalement l'argent qu'on a, parce que on a l'impression, et encore une fois, c'est d'un œil extérieur, j'ai l'impression que on disait tout à l'heure, l'argent n'est pas une fin en soi, mais on le voyait très bien. Vous générez des millions d'euros et derrière, personne ne se souciait de cet argent, qu'est-ce qu'il fait sur un compte, comment il est utilisé. Si. C'est là où, en fait, j'essaie de comprendre un petit peu l'astuce que vous aviez de vous dire, on travaille. Moi, je sais que si je travaille, j'ai mon salaire et je sais ce que j'ai généré comme chiffre d'affaires. Donc, je sais à la fin d'année ce que je vais gagner. Et si on est deux, on va le diviser par deux. Mais se dire à un moment donné, il y a 1 million d'euros sur un compte, ça paraît, pour moi, de façon extérieure, un peu bizarre de se dire mais comment ils se sont pas fait comment ils se sont pas fait, alors surtout qu'on sait que plus on est connu, plus on a des gens qui viennent vers nous, place ton argent, retraite, maladie, achète les assurances, achète de la crypto-monnaie, parce que vous étiez très sur les réseaux, il y a sûrement des mecs qui sont venus vous dire oui, bien sûr. Investis dans la crypto. Ça je l'aurais pas fait, mais oui. C'est un peu dommage par contre, parce que quand on voit le montant du Bitcoin aujourd'hui, vous auriez mis 1 million d'euros il y a 5 ans, vous auriez été encore plus riche. Mais bon, là, la question elle est vraiment tournée sur ça, c'est est-ce que c'était, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'au final, vous étiez peut-être plus des passionnés c'est pour ça, que des entrepreneurs. On n'a jamais eu un niveau de vie fou qui nous demandait de sortir plein d'argent, tu vois. Donc en fait, pour ça, on préférait le laisser, faire des gros projets avec, et qu'il y ait de la trésor qui dorme, bon, voilà. Mais on était conseillés, on a un très bon expert comptable, c'est toujours le même actuel d'ailleurs, vraiment, qui est très bon. Toutes les idées de placement, d'immobilier, etc., ça venait de lui. Sauf que, il y en avait un qui était d'accord, l'autre qui l'était pas, c'est tout. Malheureusement, dans une société, il faut 2 signatures, pour la plupart des choses. Et puis voilà, l'objectif quand on est réglo, c'est de faire les choses ensemble. Et moi, c'était ce que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est pour ça qu'on a finalement rien fait. Parce que j'étais le seul à être d'accord. Donc on l'a juste pas fait. C'est pas grave, c'est la vie. Et puis maintenant, je fais ce que je veux du coup maintenant. C'est ça l'idée. Et tu as fait Ricebox. Et j'ai fait Ricebox, le pont, la transition folle.
Ouais, et j'ai fait Racebox, ce projet physique, effectivement, qui me tenait à cœur. Toujours pareil, parce que la passion. Alors évidemment, il faut que ce soit un business à un moment donné, il faut que ce soit rentable, faut que je vive avec. Parce que sinon, je vais t'aider un petit peu. Hein, sinon. Ah bah écoute, let's go, on en parle quand tu veux. Mais non, l'objectif évidemment c'est ça, mais c'est toujours dans la même veine de véhiculer cette passion automobile et de la rendre la plus accessible possible au plus grand nombre. Alors avec un bâtiment physique, ça réduit à la géographie quand même, mais en tout cas, dans cette géographie donnée, l'objectif c'est de pouvoir faire toucher du doigt cette passion de l'auto qui n'est pas accessible du tout. Si on est honnête, il y a un moment, c'est très compliqué et c'est très fermé comme passion. C'était un postulat qu'on avait eu avec Villebrequin et c'est pour ça qu'on voulait l'ouvrir aux gens en parlant, en sous-axe de divertissement pour que les gens s'y intéressent, etc. Et là, je veux faire pareil dans une structure, un bâtiment dans lequel tu peux faire exactement ce que moi j'aurais voulu faire à l'époque et qu'on en a tous déjà parlé, tous les passionnés auto, quels qu'ils soient, a déjà parlé de cet endroit et on l'a jamais vraiment vu. À savoir, moi je veux un endroit où je peux aller voir le GP de F1 le dimanche, où je peux manger un bout, boire un coup, en regardant ce GP, et juste après derrière, aller dans la grande salle avec tous les simus et faire la même course sur le même circuit avec tous mes potes, avec les mêmes voitures que je viens de regarder à la télé. Et ça, l'objectif, c'est de pouvoir le faire toute la semaine. Alors même s'il n'y a pas des GP de F1 toute la semaine, c'est de le faire à tous les GP toute la semaine et avec toutes les catégories de bagnoles possibles. Il y a des gens qui viennent pour faire du drift parce que ça y est, on est ouvert du coup. Hein. Je ne sais pas si tu étais au courant. Oui, c'est ça. Alors, On je est suis au ouvert courant, mais depuis, parce que comme tu parles dans le futur et que moi, j'ai pu voir que c'était ouvert, c'est ouvert. c'est à Saint-Maximin dans l'Oise, C'est à Saint-Maximin dans à l'Oise. côté tout de à fait. notre agence Simplicicard du coup. Et je sais pas si voilà, mais j'ai regardé en préparant cette émission sur les avis Google, on en parlait tout à l'heure. Ils sont méchants les gens. Ah bah Parce que quel rapport avec Racebox? Alors si ce n'est que c'est toi, évidemment, et en fait, oui, Villebrequin. alors. C'est Non, c'est ça moi qui me gêne le plus, c'est que ce serait moi qu'on vienne parce qu'on m'aime pas ou les raisons que les gens veulent sur mes réseaux. Ok, enfin je veux dire, je cautionne aucun harcèlement, mais je comprends la logique. C'est-à-dire que j'aime pas ce mec, je vais lui dire bon, ok. Mais Racebox, c'est-à-dire que c'est pas que moi, hein, loin de là. Hein, c'est même avant tout mon associé Julien, hein, qui est un très bon ami, avec qui on a monté ça depuis plus d'un an. Qui a mis toute sa vie et son sang dedans et ses larmes et tout ce que tu veux, parce que vraiment, ça a été une vraie expérience d'entrepreneuriat compliquée et géniale, du coup, par l'apprentissage que ça nous a apporté. Mais il y a Julien qui est dedans et qui s'investit comme un chien, et puis on a 6 salariés. Donc, c'est d'autres vies, hein, c'est d'autres gens là qu'on met en porte-à-faux avec justement des faux avis Google et qui peuvent nuire à la société. Et en vrai, pas tant que ça, puisqu'une fois que les gens sont vraiment venus, ils mettent des bons avis, puisqu'ils se rendent compte que c'est juste bien. Enfin, je veux dire que moi, même pas, C'est il n'y a pas de dégueulasse. problème. Moi, je l'ai vu, c'est Mais dégueulasse. que le bâtiment, tu vois, c'est pas moi le bâtiment. Hein, c'est-à-dire qu'il il y a eu des entrepreneurs, des architectes, enfin, c'est pas moi. Donc, voilà, c'est dommage. Mais on va s'en sortir et je le souhaite surtout pour les équipes qui sont dessus, vraiment. Parce Oui, que non, mais c'est la réalité, c'est de se dire que, allez, ok, vous avez pour certains craché votre haine sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Euh, on a parlé de cette vidéo et on va pas revenir dessus en détail, mais ça y est, c'est passé, on passe à autre chose, un nouveau projet, comme tu le dis, des personnes qui ont des familles à nourrir, qui derrière ont monté ce projet. Pourquoi les mettre des avis négatifs? moi, j'ai l'habitude, hein. Puis, enfin, vraiment, ça fait plus d'un an depuis la fin de Villebrequin que globalement le harcèlement sur les réseaux, il est un peu sans discontinuer. J'ai eu une vague de gens qui ont compris un peu ce que je vivais à la suite de ma vidéo. Et donc là, j'ai pris un petit regain de gens qui ont compris et qui m'ont envoyé de la bienveillance. Et puis là, c'est reparti dans la malveillance. Si tu veux, moi j'ai l'habitude, j'ai les épaules. Parce qu'on avait beau pas trop le voir avec Villebrequin, parce qu'il y avait beaucoup de positifs, il y en avait aussi. Hein. Donc ça fait 8 ans. Moi, j'ai les épaules, mais mes équipes, beaucoup moins. Julien, beaucoup moins. Il n'a pas l'habitude d'être confronté à ça. Et lui, quand il se prend un avis négatif sur Google, il remet en question sa vie à lui. Il ne remet pas en question que c'est pour Pierre Chabrier que tu l'as mis, l'avis Google. Il remet en question le business que lui a construit, que lui a imaginé. Et il dit, mais merde, comment c'est possible que on me chie dessus alors que moi, je ne suis même pas sur les réseaux, j'y suis pour rien. Tu vois, donc il y a ce côté moi qui me gêne. Que ce soit moi, venez sur Insta, venez. Si vous voulez mettre une mauvaise note Google, pas justifiée, venez me la donner sur Insta. Mais sur Google, vous impactez d'autres gens.
C'est dommage. Et les bonnes infos et les bons avis. Oui, et puis s'il y en a des moins bons, nous on est là aussi pour progresser. Donc Oui. il faut mais tant que c'est objectif et que c'est pour grandir, let's go, on est ouvert à tous les avis. Tout à fait. Du coup, tu sais que moi, je suis dans le monde de la franchise, on en a déjà discuté. Est-ce que pour Acebox, c'est une idée que tu fais avec ton associé, te dire peut-être qu'à un moment donné, bah, si ça fonctionne à Saint-Maximin, et ça, c'était mon projet avec Simplicicar en commençant à Paris, bah, Acebox, ça va fonctionner à Cannes, ça va fonctionner à Nice, ça va fonctionner à Bordeaux, à Montpellier, à Paris. Est-ce que c'est une idée que tu as en tête dans ton développement, ou c'est non, juste un délire parce que c'est dans ton département, parce que tu l'as fait avec ton pote et que, en fait, comme tu le dis, je vais aller le dimanche, bah, j'y vais, je suis chez moi et en même temps, ça me rapporte un peu d'argent. Au début, c'était retour aux sources et globalement ce que tu racontes. Mais évidemment, derrière, moi, je suis pas un grand rêveur. Moi, je suis assez pragmatique, assez réaliste. Et du coup, tout comme je m'étais pas laissé rêver à espérer que Villebrequin, ça allait marcher et exploser, je m'étais dit, on fait ça pour se faire kiffer et on verra. Je fais pareil là. Je me fais kiffer et on verra. Évidemment que si ça marche, moi je suis super chaud pour franchiser, pour que tout le monde puisse justement récolter les fruits de son travail. Que Julien y vienne, il ait son propre racebox à lui, quelque part, au soleil peut-être. Enfin, tu vois, oui, c'est l'objectif. J'aimerais beaucoup. Mais je me laisse pas trop le droit de rêver à ça pour l'instant. Je veux d'abord que ça fonctionne, peaufiner l'offre, peaufiner tout, vraiment faire un truc très carré qui plaît. Et ensuite, Donc, si tu as besoin d'aide, on est à 100 points de vente avec Simplicicar, donc le ouais, développement, mais je t'appellerai. on t'aidera. C'est gentil. Mais quel a été, Pierre, ton plus gros défi que tu as rencontré dans ta vie, que ce soit dans l'automobile, dans le business en général? Il y a un moment où tu as pu te remettre en question avec tout ce qui s'est passé. Il y a quand même des choses où tu as été beaucoup affecté, et puis ça fait pas non plus partie à 100% de la vie d'entrepreneur, même si on a quelques épreuves. Raconte-nous un peu tout ça. Il y en a eu quelques-uns en fait, hein. À chaque grand tournant de ma vie, finalement, il y en a eu un. C'est-à-dire que chaque décision très très importante et un vrai défi à chaque fois, ça a été les vraies pages tournantes, à savoir le moment où j'ai décidé de me lancer dans le bain de l'entrepreneuriat. J'avais 18 ans, quoi, finalement, et j'ai décidé de mettre toutes mes économies et même plus dans une caméra pour essayer de lancer ma carrière dans le cinéma, ce qui a plutôt pas trop mal fonctionné et j'étais super content de ça. Puis le moment où est arrivé Villebrequin, où là c'était un deuxième vrai gros défi et vrai gros choix à faire, de se dire bah, j'abandonne ce métier passion qui me rémunère correctement pour aller quelque part où je sais pas trop et où je vais devoir vivre sur mes économies pendant un moment. Mais j'y crois, donc j'y vais. Ça a été un deuxième très gros choix compliqué de remise en question intégrale de ta vie. Et puis le troisième, au moment de la fin de Villebrequin, où je me suis dit ok, maintenant je vais essayer une nouvelle aventure physique avec mon business physique, la Racebox là. Ou bah pareil, hein, c'est un gros choix de te dire que toutes les économies que tu as pu retirer d'un business pendant 8 ans, bah vas-y, je les injecte dans un nouveau pour voir et essayer de continuer à faire perdurer cette passion de la façon dont j'ai envie, quoi. Il y en a eu 3, ouais, globalement pour l'instant. Et j'ai une question, alors tu peux ne pas y répondre, hein, mais tu pars d'une... tu as été très éprouvé par ce qui s'est passé avec Sylvain, et tu décides sur ton nouveau projet de vie de te réassocier avec quelqu'un. Alors, je ne connais pas ton associé, je ne sais pas quels sont vos liens, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas, c'était comme mon frère, on a travaillé ensemble, on a fait des choses, on a monté un business à deux, parce qu'on peut... Celui qui dira le contraire, c'est faux. Un duo, c'est deux personnes, et quand ça marche à deux, ça marche à deux. Comment tu te dis, bah, je repars dans une association dans mon nouveau projet? On a bien mieux bordé que ça. Waouh. On a bien mieux bordé ça que à l'époque, même si c'était globalement bien bordé. Forcément, tu te doutes, j'ai appris hein, de mes erreurs. Et là, on est vraiment carré. Alors, c'est pas rien n'est impossible, mais moi, je suis quand même. Tu peux pas faire les choses tout seul. Enfin, c'est pas, c'est pas. On a l'impression que c'est possible et on s'illusionne beaucoup de ça, je pense. La réalité, c'est que tu as besoin d'autres personnes, d'autres appuis, d'autres visions pour faire un truc complet. Tu peux faire plein de trucs tout seul dans ta vie, mais moi, je la vois que en groupe. Pour moi, c'est un travail d'équipe, c'est tout ça. Je peux pas imaginer ma vie autrement pour l'instant. Une tête et des mains. Ah, vraiment. Ouais, il faut vraiment le, le côté associatif d'une. Ok. Puis un truc de passion et tout comme ça. Enfin, ça se vit pas tout seul. Donc Je t'es pouvais tombé à pas. cheval, mais tu remontes directement pour te dire que Ouais, c'était ouais, une petite ouais, chute. vraiment. Ouais, je peux pas imaginer autrement de toute façon. Donc, Ok, parfait. Euh,
Il y a beaucoup de fans de Top Gear et Villebrequin qui rêvent d'avoir des coulisses inédites, des anecdotes, quelque chose que tu n'aurais jamais raconté. Attention, hein, on veut de l'exclu, c'est pas ce que tu as pu dire une fois quelque part, sinon je coupe, c'est simple. Oh putain, carrément, La pression directe. couper. Anecdote. J'ai 2 anecdotes sur Top Gear. Exclusif. Ouais. Alors, bah, en vrai, ouais. Il y en a une qui est chouette. Mais je vais commencer pour le watch time par la plus tranquille. Non, mais en vrai, je tease, mais il y a pas de dinguerie, mais elles sont inédites. On a fait un tournage du coup avec Eric Judor et c'était intense. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé sur le plateau. On savait tout de suite ce qui allait se passer. C'est-à-dire que nous, c'était notre premier tournage ever de Top Gear, hein. Donc c'est différent, c'est vraiment une autre ambiance. T'as un peu de pression, t'as machin, puis des fois t'as des sommaires à faire et tout, et notamment j'y viens à ce sommaire. Eric, tu sens l'énergie dans laquelle il te fait 2 blagues coupées au montage inentendables et que je ne dirai pas ici. On veut la blague. Mais on veut la blague. C'est pas de toi. Non, mais c'est pas de moi, mais elle va être moi, Eric, coupée, je l'aime elle va être beaucoup. remise dans... On connaît Non, l'histoire. ok. Eric, je l'aime beaucoup. C'était vraiment un super tournage avec lui. Mais il arrive, il te claque des dingueries, ça met à terre toute l'équipe, tout le monde rigole, on n'en peut plus. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on se concentre et on tourne tous. Et nous encore plus parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Et arrive un moment où je dois faire un sommaire de l'émission et je suis devant la caméra et je dois citer bêtement, là pour le coup, c'est du texte. Voilà, il y aura ci, il y aura ça, machin. Déjà, pour l'apprendre, machin, la pression de la première fois où il faut être à toute l'équipe qui. Tu dois faire ton truc bien et tout. On l'a refait 15 fois, je pense, parce qu'il me coupait systématiquement pour sortir une blague. Toujours plus drôle que celle d'avant. Et du coup, pour te concentrer, c'est horrible. Vraiment, alors c'est hilarant, parce que vraiment, il est drôle tout le temps. Donc, c'est drôle tout le temps. Mais alors, ton énergie à la fin de la journée, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, t'es lessivé. Il t'a sucé ton âme d'énergie. Et c'est génial, parce qu'il donne beaucoup du coup, et c'est génial, parce que le perso est trop bien. Mais alors, c'est... faut être là, hein. Là, je me suis senti newbie dans le game. Je me suis dit, ouais, dis donc, là, il m'a lessivé. Et c'était génial, mais ça, c'était un vrai truc. Et ça se voit pas à la caméra en plus. Et ça se voit pas trop à la cam, donc ça va. Mais waouh, c'était un vrai défi. Et la deuxième Et la deuxième, bah, qui est sur un sujet cocasse, puisqu'il est rapport au Christo de Mantes, hein, puisque on l'a vu dans la vidéo de Sylvain, c'est sur le tournage de Top Gear, qu'effectivement il y a un extrait, on le voit, c'est dans l'épisode 7 ou 8, je crois, parce que c'est du making-of, où on voit que Monsieur Poulpe, en fait, nous ramène les Christos de Mantes parce que Sylvain n'arrive pas à pleurer. Ce que je trouve d'ailleurs cocasse pour la situation qu'on connaît. Et donc, dans cet extrait, justement, bah, c'est Monsieur Poulpe qui essaie de mettre des cristaux de menthe à Sylvain pour qu'il pleure. Et bon, bah, la réalité, c'est que bah, ça n'a pas bien marché, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à pleurer pour autant. Le truc max que ça lui a donné, c'est une larme à un moment qu'on a réussi à capter normalement, et surtout des yeux rouges, hein, en fait, hein. Donc, je trouve ça cocasse d'avoir pris cet extrait pour justifier un truc injustifiable, à savoir un mec qui pleure en parlant du pire moment de sa vie, alors que déjà c'était pour lui, les cristaux de menthe, et en plus de ça, bah, ça n'a pas marché. Donc bon, je trouve ça marrant et cocasse. Voilà, donc je dirais que ça c'est ma deuxième anecdote par rapport à Top Gear. Parce que c'est vrai que tu as été beaucoup touché sur ce... Ah bah, je touchais non, mais Sur- les gens en ont beaucoup parlé. Ouais. Bah, parce que je pense que les gens globalement, ce qu'ils ont retenu de la vidéo de Sylvain, c'est tu as menti, et notamment sur ça. Évidemment, tu as menti, tu n'as pas vraiment pleuré. Bah, les gars, on en reparlera, hein, parce que l'extrait, je l'ai toujours, hein. C'est-à-dire que la vidéo, je l'ai tournée, hein, je ne l'ai pas jetée, elle est en entier. C'est horrible, hein, parce qu'il y a vraiment 1 minute 30 d'un mec qui chiale de A à Z, et tu vois très bien qu'il se met pas de cristaux de menthe dans les yeux, et qu'il est juste au bout du roule. Non mais en fait, l'histoire est belle. C'est-à-dire que ça aurait été fou d'avoir remarqué que le mec avait menti comme ça et tout, je suis d'accord, c'est dans l'ère des réseaux, t'as envie que ça soit vrai. T'as envie que ça existe, et qu'on ait vraiment démasqué le gars. Je suis d'accord, et je comprends pourquoi ça a marché. Mais si tu réfléchis un petit peu quand même, enfin, rends-toi compte que c'est quand même pas bien beau, pas bien malin. Et puis surtout, bah, j'ai le rush en entier, quoi. Donc c'est prouvable, l'inverse est prouvable, quoi. Vraiment. On en a parlé, mais vraiment extrêmement touché de la situation et de ce qui s'est passé, oui, oui. et surtout de l'harcèlement que tu as reçu derrière. C'est quand même incroyable que les personnes qui t'ont suivi, parce que c'est beaucoup aussi ceux qui vous ont suivi,
qui aujourd'hui, il y a quelque temps, ont pu faire ça et sans se dire l'impact qu'il peut avoir derrière. Et c'est surtout, j'ai l'impression, c'est d'en rajouter, en rajouter, en rajouter, en rajouter. Mais quand tu as vu ça, t'as pas lu tous les commentaires au moins, parce qu'il Non, y en non, avait non, non, beaucoup, non. mais Non, non. c'est parce que chaque commentaire, c'est un coup de couteau au final. Ah ouais, 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 non, vraiment. Non, non, moi je me suis tout de suite déconnecté des réseaux. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, tu veux une anecdote? T'aimes bien les anecdotes? Alors je te donne une anecdote. J'étais précisément sur les chiottes de la Ricebox. Je me rappelle très bien parce que et c'est fou parce que j'ai eu le nez tout de suite et non pas rapport à l'odeur, hein, vraiment. J'étais sur les chiottes et je suis sur Insta et je vois un MP popper rend l'argent. Waouh. Et moi, je sais pas, je suis juste en train de chier, moi, hein. Vraiment, à la base, il se passe rien. Tu Tu vois. rends autre Un chose. mec Tu chill, rends autre chose. Tu voilà. rends autre chose. Un mec chill qui est tranquille, tu vois. Et je reçois ce message. Je me rappelle très bien. J'ai verrouillé le téléphone. Je suis sorti des chiottes. Je suis allé voir Julien. J'ai dit, je pense que Sylvain vient de sortir une vidéo. Soit il y a une grosse partie qui parle de moi, soit la vidéo parle de moi. J'ai dit, tu peux aller checker? Parce que moi, je vais jamais voir tout ça. Ça m'intéresse pas du tout. Et justement, Julien m'aide beaucoup là-dedans. Et Laura, ma chargée de production aussi. Et ils vont voir, il dit, ah oui, il y a une vidéo qui parle de toi, qui vient de sortir. Je dis, let's go. Et j'ai dit, bon, bah, c'est full. En fait, si tu veux, j'avais pré-shot dans ma tête, donc c'est pour ça que j'ai pas été surpris comme ça. C'est qu'au moment où moi, j'ai sorti ma vidéo, pour répondre, je le rappelle, et ça c'est très important parce que les gens ont vraiment mélangé la chronologie des choses. Ma vidéo n'est pas une déclaration de guerre, déjà parce que je le dis dans la dite vidéo, et surtout parce que moi, c'est une réponse déjà. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai sortie, moi, n'est pas le début du drama. Le début du drama, c'est la vidéo de Sylvain, où il s'approprie le multiplat et où personne n'a compris pourquoi et comment. Et donc moi, ma vidéo sort à la suite de cette vidéo, pas avant. Elle sort bien après la vidéo de Sylvain sur le multiplat, où je dois, parce que tout le monde se pose des questions, je recevais des MP par milliers de mais pourquoi t'es pas dans la vidéo, pourquoi il parle pas de toi, pourquoi le multiplat il est blanc, pourquoi personne comprenait rien. Et il se prenait une shitstorm d'ailleurs dans les commentaires à ce moment-là, avant même que je sorte ma vidéo. D'ailleurs, on le voit Parce sur les images, on le voit, l'équipe autour, on voit qu'il y a quand même, il y a quelque chose. qu'il y a un truc, ça se On voit. voit, on voit qu'on sent que c'est pas naturel ce qui se passe et qu'il y en a qui l'ont compris. Très clairement, malheureusement, il a piégé aussi d'autres gens que moi dans cette histoire. Et le problème, c'est que moi, je me sens contraint. J'avais préparé cette vidéo parce que je sentais qu'il allait se passer un truc. Et je voulais pas la sortir. Si cette vidéo de Sylvain sur le multiplat n'était pas sortie, ma vidéo ne serait jamais sortie. Moi, ce que j'ai voulu faire, en tout cas, et qui a été mal interprété, donc c'est de ma faute, c'est mon erreur. Je n'ai fait que répondre à la sienne sur le multiplat et recontextualiser pour les gens ce que moi j'ai vécu depuis un an et pourquoi là j'en viens à parler du multiplat, qui les regarde. C'est à vous, donc je suis obligé de vous parler de tout ça pour que vous compreniez pourquoi on en arrive à cette situation de merde où le multiplat que vous avez financé à plus d'un Oui, parce que million d'euros, c'est à eux le c'est multiplat. eux qui l'ont financé. C'est plus à eux qu'à moi et qu'à lui. En fait, c'est ça. C'est pour ça que on tenait pas notre promesse. Et moi, ça me mettait en porte-à-faux. Je voulais pas que les gens pensent que je tenais pas notre promesse. Donc moi, je voulais absolument expliciter pourquoi le multiplat était là et qu'est-ce qui se passait comme dinguerie. Parce que il faut bien se rappeler d'une chose. Effectivement, ça, c'est la première vidéo. Ensuite, il y a eu la mienne. Et très récemment, sa réponse. Sauf que ça, c'est un move politique. La réponse de Sylvain par rapport à ma vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait un incendie chez lui, puisqu'il y avait un problème chez lui. Il a quand même, il s'est approprié le multiplat qui appartenait à tout le monde de façon juridiquement bancale, je dirais. Et ça a plu à personne. Et bon, bah, il y avait un feu chez lui. Il a fait comme tous les petits politiques. Il en a allumé un plus gros ailleurs pour que les gens regardent l'autre plus gros. Trump. Bon, il a fait du Trump. Il a balancé plein de conneries dans l'espoir que ça passe. Bon, bah, c'est vrai, et il a eu raison, c'est un move de génie, c'est passé. Parce que, évidemment, il donne l'impression aux gens d'apporter des preuves avec des documents sortis de leur contexte. Il donne l'impression aux gens de donner des preuves, comme par exemple la photo de la Porsche, où il dit que je l'ai coupé. Et là, vous voyez, il y a mon pied et il m'a coupé. Mais c'est le pare-choc de la Porsche, hein. C'est pas du tout son pied, quoi. C'est-à-dire que il a réussi à faire en sorte que les gens le croient en leur donnant l'impression qu'ils avaient des preuves. Et je comprends. Et c'est politiquement et marketingement du génie. Ça, il sait le faire. Bravo. Il n'y a rien qui m'est reproché qui est véridique et surtout qui met en porte-à-faux mes valeurs. J'ai rien volé et j'ai pas menti. Donc, tu vois, à un moment, moi,
comme je disais au tout début, je peux pas m'étendre sur le côté juridique parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui sont en cours de mon côté vis-à-vis de lui, parce que je laisserai pas passer ça, donc je peux pas parler de tout. Mais là, forcément, je réponds un petit peu à ça parce que c'est des choses que je trouve, c'est fou. Enfin, pour moi, je suis sidéré un peu. Je trouve pas les bons mots. Tu sais, il y a des mots grotesques et tout machin, mais j'ai pas envie qu'ils paraissent, qu'ils soient mal interprétés dans ma bouche. C'est pas, mais c'est juste que je les trouve. Enfin, vraiment, quand tu vois juste, et puis les arguments, ils sont au niveau de cette photo de la Porsche, quoi, qui existe pas. Mais ça a permis quand même que beaucoup de personnes valident la vidéo et derrière commencent à t'harceler, commencent Bien sûr. à te mettre toi en position négative. Mais c'est vraiment dommage parce que moi, je suis pas là pour juger une situation et comme tu dis, il y a de la justice, il y a plein de choses derrière. Je veux pas rentrer dans ça, mais c'est tellement dommage avec tout ce que vous avez pu faire rêver les gens, tout Mais ce qui oui, a pu se ça, passer, en fait, tu vois. de finir comme ça. Moi, je trouve, en tous les cas, d'une vision extérieure, et peut-être pas tout le monde te le dira, que je trouve ça très dommage. Et je Ah trouve bah que si, si. il aurait dû avoir une fin un peu plus sympa, et Je même, suis- je dirais même plus, l'arrêt de Villebrequin, c'est une chose, mais on aurait tous espéré un flashback ou c'est pas un flashback quand Non, on non, mais je vois revient, ce que mais tu veux dire. Ouais. comment on dit Ouais. Un cliff, un non, comeback, ouais, pardon, ouais, excusez-moi. ouais. Et on aurait plutôt préféré un comeback 2 ans, 3 ans après en se disant putain, on s'est manqué, vous nous avez manqué, on vous a manqué, et là, répéter un truc sur une Sincèrement, vidéo, c'est ça qu'on aurait vu et qu'on aurait aimé voir. j'aurais adoré, parce qu'en plus de perdre plein de choses, hein, dans toute cette histoire, j'ai aussi surtout perdu un de mes meilleurs amis, hein, Oui, à oui. l'époque. Hein. C'était vraiment une relation qu'on avait. On était un couple, hein. On passait nos vies ensemble à écrire, à imaginer, à construire des projets, vraiment à parler de cette passion, à rigoler et tout. Donc, je- T'as été 2 fois plus affecté du coup, bah, bien parce que sûr, c'était parce pas un que collègue de travail mais c'est un qui couteau t'a dans fait le une dos, mais c'est crasse. un couteau dans le dos qui en plus Oui. tu peux que te dire, ok, bon, bah, c'est tout. Les gens ont suivi Sylvain, ils avaient envie de me détester parce que c'est plus facile de détester le gars qu'on voyait un peu moins, tu vois. Et c'est ok, en vrai, je comprends. Franchement, je comprends, mais c'est un peu injuste parce que, oui, j'étais moins la tête de Villebrequin, j'étais moins ce qu'on voyait, tu vois, même si j'y étais pas mal à la fin. Euh, c'est sûr que c'est Sylvain qu'on voyait plus, mais bon, je trouve que c'est pas une raison pour. Mais en tout cas, eux, ils ont un choix à faire dans leur tête. Les gens ont un choix à faire. Il faut qu'ils choisissent entre l'un et l'autre. Et bah, ils ont fait leur choix, et le choix est simple, effectivement. C'est le mec qu'on voyait moins. Bon, bah, ok. C'est dommage, mais ok. Bon, après, tout le monde n'a pas fait ce choix, hein, Non, mais. c'est sûr, puisque comme tu nous le disais, tu reçois quand même beaucoup de Ouais, messages de ouais. sympathie et pas que de haine. Et c'est dommage parce que bon, voilà, c'est passé, les vidéos sont passées, tout est arrivé. Surtout sur cette vidéo de déclencheur, je vous le demande. Y a pas, ayez que de la bienveillance, ça vous a plu. Si ça vous a pas plu pour quoi que ce soit, dites-le nous. Mais je veux vraiment que sur la page, on soit totalement transparent. On est là pour, nous, en tous les cas, on clame l'amour, on clame la paix, on clame beaucoup de choses. Il y a assez de guerre dans le monde pour en rajouter sur les réseaux. Donc voilà, en tous les cas, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut pas. Mais c'est quand même vachement moins bandant, j'allais dire. Je sais même pas si. Mais tu vois, c'est quand même vachement moins kiffant pour les gens, et je le conçois, franchement, hein, euh, que tout ce qu'a raconté Sylvain, bah, est pas vrai. Tu vois, ce qu'il a raconté, si c'est vrai, bah, t'as envie d'y croire parce que tu te Hmm. dis, ouais, la dinguerie. C'est bien raconté, c'est La bien fait. dinguerie. Sauf que, bah, malheureusement, désolé, et c'est vrai, du coup, c'est pour ça, c'est normal qu'on me croit moins. C'est que moi, ma vérité, elle est moins marrante, c'est sûr, elle est moins fun. Elle est, Mais oui, tu es d'accord que dans tous les oui. cas, il sera impossible aujourd'hui à ceux qui sont pro-Sylvain, qui ont vu Ah bah la bien sûr, vidéo, mais je cherche même pas ça. tu pourras pas Oh, ouais, réussir ouais. à les Non, non, convaincre. Donc, vaut mais mieux je se dire cherche. que bon, on passe à autre chose. Mais du coup, suite à ça, donc quand tu as vu la vidéo à un moment Ouais. donné ou la transcription, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je le fais avec l'humour ou j'y vais frontal et à un moment donné, je vais montrer que je me défends de ce qu'on m'a dit et je prends pas le côté humour. Eh ben, malheureusement, j'ai fait les deux. La vraie réaction qu'il aurait fallu avoir, c'est évidemment ne pas réagir. Très clairement, je ne suis pas demeuré à ce point, je sais, hein, en vrai, il aurait fallu. Mais mes émotions étaient plus fortes que tout. Et je me suis dit, il faut absolument que les gens qui pensent ces mensonges, des vérités, il faut que je leur explique. J'ai répondu à chaud, frontalement. C'était une connerie. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Maintenant, c'est là. Donc, je vis avec, c'est OK, je l'assume. Euh, Maintenant, la réalité, c'est que euh, j'ai préféré, de très loin, la deuxième réponse, qui a été imaginée avec un de mes meilleurs amis réalisateurs, qui a eu l'idée d'ailleurs, hein, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Euh,
Et vraiment, quand il m'a amené le truc, il m'a dit, mais mec, vraiment, le truc qu'il faut que tu fasses, c'est toi qui as beaucoup. Parce qu'il sait que j'ai beaucoup d'autodérision. Justement, c'était ma question. Tu vois, Eh tu vas bah, directement à ma eh bah, question vas-y. d'après. Tu as récemment publié une vidéo, Le Comte de Monte Cristo. Donc, tu as repris le nom qui était donné sur les réseaux. Quel a été l'élément déclencheur de sortir cette vidéo avec autant d'autodérision et d'élégance et qui, je pense, a monté le level un petit peu au-dessus. Alors, pas par rapport à la première, mais là, on voit que tu as une mise en scène. Là, on voit que tu as le côté cinéma de l'époque. Bah, parce que moi, c'est ce qui me plaît, en fait. Je savais que quoi qu'il arrive, quelques vidéos que ce soit que je sorte après celle de Sylvain, euh, les gens allaient vouloir la détester, quoi qu'il arrive. Donc, ok. Du coup, je pars pas du principe que je veux faire un truc que les gens aiment. Je vais juste faire un truc que euh, j'ai envie de faire, qui me plaît, et qui vont parler aux gens que j'ai envie de toucher. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment passionnés de bagnole, les gens qui ont envie d'avancer dans cette histoire et de tourner la page, et justement de rire un petit peu de ça, parce qu'il y a un moment, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Je pense que vraiment, de ces situations-là, il y a un moment où il faut en rire. Il y a une différence entre se moquer et en rire, d'ailleurs. Oui, C'est quand même c'est un la petit peu nuance. important de nuancer. Justement, toute l'idée est venue d'un de mes meilleurs potes, Raphaël, qui est réalisateur, qui a réalisé ce court-métrage, qui m'a dit, mais en fait, toi, t'es plein d'autodérision. Viens, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Vu que tu t'en bats vraiment les reins de parler de ça, parce que on est les premiers, pardon, hein, quand on voit des trucs, on se dit, ah, les bâtards. Et tu rigoles, parce que tu dis, bah, de toute façon, moi, ça me touche pas. En fait, les trucs sur le physique, les trucs, les machins. Bon, à un moment, ça fait 30 ans que je suis comme ça va pas changer. Enfin, tu vois, bon, il n'y a pas de problème. Et du coup, je préfère en rire. Et ça devient une force, quoi. Et du coup, on s'est dit, bah, ok, on va faire ça. Il a eu l'idée. Je lui ai dit, mais bien sûr, let's go, moi, ça me flingue de rire. Au moins, tant qu'à se faire plaisir, viens, on le fait bien. Et on refait du ciné comme j'aimais bien. Et là, pour le coup, le seul truc sur lequel j'avais envie de répondre, vraiment, entre guillemets, c'est sur la passion. Parce que c'est le seul truc un petit peu sensé sur lequel je pouvais rebondir. Bon, bah, dire que je suis pas passionné, au vu de tout ce que j'ai pu montrer là, que vraiment, pour le coup, c'est un truc qu'on peut pas remettre en question. C'est pas parce que tu as une Subaru au milieu qui roule plus, qui peut plus rouler, pour plein de raisons que j'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, les excuses sont bizarres, quoi. C'est-à-dire que tu te dis parce que la Subaru, elle est sur un podium, bah c'est pas un passionné. Je dis non, bon, ça va peut-être un peu. Voilà, ça m'emmerde, quoi, parce que non, Mm. je suis quand même un petit peu passionné. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur ça en montrant avec tout ce que j'avais, des interviews que j'avais déjà faites avant, et puis bah, tous les trucs que j'ai dans le sous-sol de mes parents, les images que j'avais filmées moi-même avec mon petit caméscope en 2008 au salon de l'auto et tout machin, des voitures que j'ai finalement réussi à conduire, dont je suis hyper fier d'avoir eu le droit de poser mes mains sur le volant, mes pieds sur les pédales, enfin, c'était des émotions folles, et encore plus quand je les ai revues, quoi. Quand j'ai retrouvé ces rushs de caméscope, je me suis dit, mais... Ouah, je me rappelais même pas que j'avais filmé cette 908 HDI Incroyable. que j'ai eu la chance de rouler un jour, quoi. Et t'es là en mode, oh waouh, c'est fou, quoi. Et du coup, tu vois, même moi, tu sais quoi, pour être honnête, je pensais pas que j'étais à ce point-là passionné. Parce que quand j'étais gamin, c'est simple, les voitures qu'on a essayées, je les avais quasiment déjà toutes filmées avec mon petit caméscope, et c'était les voitures qui m'attiraient déjà. Incroyable. Et je trouve ça fou parce que moi, j'avais pas fait le lien. Je me rappelais plus de ces rushs sur ce caméscope. Je me suis rappelé que j'avais ce caméscope au moment de faire la vidéo. Je me suis dit, ah bah tiens, peut-être j'ai des trucs là-dessus. Euh, et puis quand je les ai redécouverts, je me suis dit, mais putain, c'est fou, quoi. Genre, j'aurais voulu faire exprès. J'aurais pas pu mieux faire. La 8C, la SLR, la 908 HDI, c'était des voitures qui me faisaient rêver quand j'étais gamin et que j'ai eu la chance de rouler après. Enfin, je peux pas être plus conquis que ça. Et du coup, je voulais répondre sur ça parce que non, voilà, on peut dire penser plein de conneries si vous voulez. Je pourrais de toute façon jamais vous prouver que je sais pas quoi, tu vois. Mais la passion, Euh, c'est la passion. mais ça, voilà, touchez pas à ma passion, s'il vous plaît. Parce que ça, vraiment, c'est un truc Du qui coup, m'importe. dans ce qui s'est passé aussi dans le monde un peu des influenceurs, parce que à un moment donné, tu es devenu avec Villebrequin les deux plus Bah, on gros était, ouais, influenceurs de Villebrequin, France. on était le Donc ça média veut dire que francophone. donc ça veut dire que tu as côtoyé tous les influenceurs, GMK, Kram. Je pense que vous avez tous une relation d'être. GMK, moi, c'est quelqu'un de très timide et que moi, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup croiser. Ah, ok. GMK, c'est le seul vraiment avec qui pas trop. J'aimerais bien, hein, mais on s'est croisés à Top Mark et tout, hein. Mais voilà, on n'a pas À eu Kram. à craindre beaucoup.
Ouais, complètement. Boiserie, Ah, brasserie, ouais. et plein d'autres en vrai. J'ai aucune animosité d'ailleurs. Vraiment, Mais du coup, ça a vraiment de cool, quoi. après ce qui s'est passé, est-ce que tu as eu des soutiens de ce côté-là, ou tu t'es rendu compte qu'au final, c'est on se fait la bise, tout va bien, on s'échange, on se fait des likes de temps en temps, mais au final, il y a un aspect derrière. Est-ce qu'il y a eu des coups de crasse? Est-ce qu'il y a eu des personnes où tu as été déçu en disant, mais oui, mais non, tu me faisais un grand sourire, au final, Alors, tu prends peut-être trop position ou autre, quoi. pas vraiment. Si tu veux, j'ai eu beaucoup de soutien en off, de gens qui m'envoyaient un message de soutien, un truc, un machin, même dans le milieu influenceur tout court, en fait. Parce que oui, je suis ami avec certains, certaines, et on se parle. Et donc, j'ai eu des soutiens, évidemment pas publics, parce qu'ils savaient ce qu'ils risquaient. Donc, ça, je comprends. Je trouve ça dommage que personne ait voulu prendre vraiment, pas parti, parce que c'est pas l'idée, mais juste prendre parti contre le harcèlement, pas pour moi ou Oui. contre lui ou pour lui ou machin. Est-ce qu'il y en a qui ont pris parti pour lui? Voilà, c'est ça qui me gêne un peu. Mais peu importe. En vrai, je respecte et je comprends l'enjeu. Donc, bon, voilà, ok. De toute façon, j'ai eu des soutiens en perso et ça me touche déjà suffisamment. Mais il y en a eu un, dont je parlerai pas parce que ça lui ferait de la pub et vraiment, j'ai pas envie de ça, qui est dans l'automobile et qui, pour le coup, a retourné sa veste publiquement. Mais Il là, se pour le coup, reconnaîtra. en gros, oui, je pense. Et que j'ai eu vraiment des vrais gestes d'amitié vis-à-vis De cette personne. de cette personne. Bon, voilà. Mais en vrai, ça m'en touche d'en faire bouger d'autres parce que c'est pas non plus. J'y Mais il n'y a tiens pas eu non de réelle plus, prise de non. position d'un ou l'autre qui se disait Qui me touche vraiment, non. non, ça a été voilà, ça a été Ouais, ok. non, non. Mais était toujours en contact avec certains Bien sûr. influenceurs Ah ouais, ouais, tout à fait. automobiles ou Ouais. autres, parce que c'est vrai qu'automobile, mais il y en avait d'autres. D'accord. Bah, parce qu'ils ont bien compris que le sujet de base qui m'animait et tout, c'est cette passion. Donc, tant qu'on la partage toujours, a priori, ça va, quoi. Tu vois, Tu sais que j'ai lu sur les réseaux, mais tu vas rire parce que je sais pas si tu l'as vu, mais il y en a plein, alors plein, j'en ai vu quelques-uns qui disaient que tout ce qui se passe actuellement est monté. Alors, j'ai vu juste un truc passer de loin, mais En je sais disant, même mais pas de quoi ça mais vous parle. rêvez, là, c'est pour faire le buzz, c'est pour faire de l'argent, mais ils sont toujours copains, ils se voient. Alors, alors, on est toujours en France dans l'idée du complotisme, des choses. Ouais, tu vois, c'est Mais fou. ça fait. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ils sont partis loin, les mecs. C'est-à-dire Ouais, qu'ils c'est disent que tout ce qui se fait, il y a Mais quand tu même vois- un des deux qui se fait plus harceler que l'autre. C'est pour le buzz et c'est préparé. Non, mais tu Ça vois, va loin dans la recherche, et quoi. c'est pour ça, ils ont besoin de croire. Et pareil, cette version de la réalité dont tu parles, où en fait tout est un complot fou et en fait on s'aime encore, de fou, on est potes et on parle et tout, elle serait incroyable. En vrai, si un jour on revient et on casse le game en disant salut les gars, en fait on s'est foutu de votre gueule, l'histoire est folle. Bon, elle est pas vraie, mais je suis d'accord avec toi. En la fantasmant, elle est folle. Tu dis, c'est incroyable si ça arrive. Bon, C'est pas le cas. désolé. C'est pas le cas. Ouais, il y a peu de chances que ça arrive quand même. Mais non, mais voilà. Et je veux te donner une info ici parce que tu parles de complotisme et j'aime bien cette. Je sais pas si tu savais. Est-ce que tu savais qu'en France, il y a une personne sur 10 qui est platiste? C'est-à-dire que sur 60 millions de personnes en France, il y a 6 millions, plus de 6 millions de personnes qui sont platistes, donc qui croient que la Terre est plate. Loin de moi l'idée de juger ça, c'est juste pour mettre en avant qu'on aime bien croire tout et n'importe quoi parce qu'on s'ennuie. Hein. Mais moi le premier, hein. Sur les réseaux, dès qu'il se passe un truc, un mec célèbre ou une meuf célèbre a dit ça ou un machin, je suis en mode ah ouais, c'est vrai et tout. Je suis un peu en mode ok, c'est juste que moi je vais pas harceler l'un ou l'autre, ou je vais Oui. pas réagir moi publiquement, mais en interne, je suis comme tout le monde. Je suis là, ah ouais, c'est vrai et tout. Bon, j'attends plus d'infos souvent pour avoir un peu d'esprit critique et tout, mais en vrai, je comprends qu'on s'attache à ces trucs-là. Mais là, bon, bah. Et Non. le pro pour ça, c'est Booba sur les réseaux Voilà. qui Ah ouais. s'éclate, mais qui passe d'un footballeur à un influenceur et qui va passer à un autre. Mais voilà, et Je suis pourtant à la étonné base, d'ailleurs qu'il n'ait pas pris parti, lui. c'est vrai, on pourrait lui envoyer un petit Il message se pour serait savoir. peut-être dit, c'est le moment, je vais, tiens. Mais il sera toujours, je pense, du côté. Il est jamais du côté de celui qui a le plus de buzz, en fait. Ouais, il va il est plus être toujours de un l'autre peu à côté. l'encontre. Donc il Merde. peut être un petit peu de ton côté. Non, il peut arriver Ah, à se Booba, il dire. aurait Bon, Booba, si tu nous écoutes, si tu vois cette vidéo, je sais pas par quel hasard. Non, vraiment, prends pas, ça sert à rien. Si, non, envoie la sauce sur Villebrequin et les deux, tu choisis Ah, celui que merde. tu veux. Hein. Non. Mais ouais, puis après, aussi, on t'a vu souvent consoler et épauler Sylvain. Parce qu'à l'époque, on a dit, c'était ton ami, ton partenaire. Euh,
Comment est-ce formalisé cette amitié à l'époque? C'était joué ça ou Ah non, non, non. c'était réel? Non, 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 non. Bah, comme je l'ai dit, hein, en fait, on était un couple, hein. On Ouais. passait notre vie ensemble, à réfléchir à des idées, à parler de bagnole, à réfléchir à des idées, puis en fait à se rendre compte qu'on n'a pas avancé parce qu'on parle de bagnole. Enfin, tu vois, non, c'était vraiment comme ça. On était hyper complémentaires, et je pense que c'est ce nœud-là qui a fait que Villebrequin, ça a marché. C'est que c'était juste sincère, que vraiment on s'aimait, et que on a construit ça ensemble, brique après brique, chacun apportait son truc, chacun complétait l'autre. Fin, vraiment, c'était ça, quoi. Et c'était pas joué, non. On va repartir sur le point principal de notre émission. On va laisser un peu de côté Villebrequin, tout ce qui est business automobile, et on veut parler de Pierre Chabrier directement. Oh là, la vache. On est bon? L'introspection, carrément. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses, Pierre, de tout ce qui est restriction aujourd'hui, les malus, tout ce qui va être transition énergétique, l'électrique derrière aussi? Ouais. Quel est ton avis sur la question? Sacré sujet. Sur les malus et tout, franchement, c'est un sujet. Le malus écologique et au poids maintenant, enfin les taxes CO2 et autres, c'est un vrai sujet. Parce que, et toi, tu dois y être parfaitement sensible, parce que là, avec le retour rapide et prochain du malus CO2 sur les voitures d'occasion, Ouais, ça, c'est la catastrophe. ah bah c'est une catastrophe pour l'industrie automobile, hein, parce que des voitures qui ont déjà été produites, qui ont déjà eu leur empreinte CO2 de création, euh, on va favoriser l'achat du neuf, même si c'est d'électrique, plutôt que de faire continuer à vivre ce qui existe déjà. C'est, je trouve ça fou, parce que on décide de taxer ce qui a déjà été taxé, surtaxé, retaxé 57 fois. Mais pire, j'ai un exemple très concret à te donner, et je pense que il est primordial. Ça donne lieu à des choses complètement aberrantes. À l'époque, quand j'ai acheté une Jaguar XKR, c'était au moment où justement la taxe CO2 venait d'être enlevée. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont déjà essayé, hein. Ils l'ont déjà mise pendant 1 an ou 2, je crois. Ça a foutu le marché des voitures d'occasion en l'air. C'est ce qui va se C'était passer fou. de toute façon. C'est ce qui va se passer de nouveau. Et sauf ils s'en sont rendus compte et ils ont enlevé cette taxe sur les véhicules d'occasion. Ce qui fait que moi, à l'époque, je ne pouvais pas acheter la Jaguar XKR puisqu'il y avait cette taxe CO2. Jaguar qui valait 39 000 euros. Rapport qualité-prix incroyable au demeurant. Jaguar XKR V8 5 litres de 510 chevaux. Enfin, je vois rien en équivalence de rapport qualité-prix. À l'époque, il fou. n'y avait pas. C'était fou. Sauf que la voiture à 39 000 euros se trouvait affublée d'une carte grise à 8 000 euros. Sur ta voiture, alors que la carte grise, du coup, une fois, puisque moi j'ai pu acheter la Jaguar qu'une fois que cette taxe était partie, la carte grise m'a coûté 700 euros, quoi, en fait. C'est une belle carte grise, mais c'est pas 8 000 euros. Aujourd'hui, 700 euros, tu es content de les payer. Hein. Voilà. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ce malus-là, sur les voitures, par exemple, très récentes, d'occasion, hein, mais très récentes, il peut aller jusqu'à quasiment 60 000 euros. Sur une voiture à, je sais pas, 200, 300 000 euros, mettons. Une voiture à 300 000 euros, c'est une belle voiture. Donc les gens, ils auraient tendance à se dire, oui, le mec qui a 300 000 euros à mettre dans une bagnole, il peut bien mettre 60 000 euros de plus. Eh bien, prenez la proportion. Vous voulez acheter une PS5 à 399 euros, c'est le prix de la PS5 à peu près. Si on vous rajoute proportionnellement une taxe random qui va trop, on ne sait pas trop où, sur cette PS5 pour que vous l'ayez, elle va coûter 520 euros. Tu l'achètes de la même façon. Tu as les moyens d'acheter la PS5 à 399 euros, c'est pas le sujet. Mais est-ce que tu vas mettre 520 euros pour rien de plus? Parce que tu as juste un bout de papier en plus qui t'autorise à avoir ta PS5. Ça n'a pas de sens. Personne ne va le faire. Tout le monde hurlerait. Pourquoi vous augmentez de 200 balles ma PS5? Enfin, elle a presque doublé de prix. Là, c'est pareil. C'est pas parce que tu as 300 000 euros à mettre dans une bagnole que tu veux mettre 60 000 euros de plus pour rien. Et c'est ça aussi le truc. Tu les récupéreras jamais. Tu ne fais que les perdre. Et alors, je ne suis pas dans cette position, j'aimerais beaucoup, mais si j'avais ce choix à faire, je sais que je ne le ferais pas pour autant. C'est là où c'est ahurissant pour nous, parce que, en fait, l'État, et c'est là où c'est incompréhensible, mais si derrière, j'achète une voiture à 250 000 euros, je vais acheter une voiture à 250 000 euros, donc je vais payer déjà sur cette voiture-là 50 000 euros de TVA, qui va dans les poches de l'État. Derrière, je vais faire marcher un garage qui va payer des employés, donc je vais créer de l'emploi.
ce garage va louer un local qui appartient peut-être à un propriétaire. Derrière, il y a tout l'écosystème de business qui se met en place et on me rajoute un malus qui fait que je ne vais pas acheter ce véhicule-là. Donc au final, on veut faire peur aux consommateurs, mais c'est quoi l'idée première d'un gouvernement? C'est d'être rentable. On a plus de 3 000 milliards, si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises, de dettes. Jusqu'où ça va aller? Pour Jusqu'où moi, ça va s'arrêter? ils ont fait une Hidalgo. C'est-à-dire que. Ah ouais, non, Non, mais ils ont fait ça. C'est-à-dire que ils ont des conseillers, super, mais qui prennent pas la voiture. Donc, ils savent pas ce que c'est, ils font pas le plein d'essence, ils savent pas trop. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que c'est un peu plus silencieux, donc c'est agréable quand tu es sur la banquette arrière. Voilà, c'est globalement le maximum. Et le problème, c'est que ces gens décident de ce que nous, on va payer. Et le souci, c'est que tu te retrouves, parce que là, on parle des grosses voitures, des gens qui ont beaucoup d'argent et tout machin, d'accord. Mais les gens qui ont juste des salaires moyens, tu vas acheter un 3008 diesel, tu prends un malus, hein. Tu vas acheter un 3008 essence, tu prends un malus. Ça touche tout le monde. Et même s'ils sont moindres, forcément, tu prends quand même des malus partout, tout le temps, et pour vraiment, objectivement, pas beaucoup de raisons. C'est-à-dire que ça va pas, comme tu l'as dit, il y a tellement de dettes que c'est pas ça qui va reboucher la dette. Ça va, parce qu'en plus de ça, ça va juste dissuader des gens comme moi. Hein. La XKR, je l'ai acheté que quand j'ai pu. Je n'aurais pas mis 7 000 euros dans la carte grise. Donc, je n'aurais pas mis 8 000 euros dans la carte grise. Donc, quoi qu'il arrive, tu enlèves du pouvoir d'achat aux gens que tu ne leur redonnes pas à un autre moment. Parce que tu leur dis, vous ne pourrez plus acheter de voiture d'occasion, parce qu'on va mettre du malus dessus. Mais il y en a aussi sur les voitures neuves. Et puis les voitures neuves sont tellement inaccessibles maintenant que tu ne peux pas en acheter non plus. Du coup, je peux juste plus acheter de bagnole, en fait. Et puis tu mets le périph' à 5 ans, donc tu peux pas rouler. Tu m'autorises pas à rentrer dans les villes, donc tu peux pas rouler. Donc au final, toute la passion qu'on a de cette automobile est en train de disparaître. Alors Et ça, c'est- moi, pour le périph', je suis un petit peu plus... C'est pour ça que je dis une Hidalgo, rapport au simple fait que, pour moi, les choix sont pas faits pour les bonnes raisons et sont pas faits dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que si on te donne des solutions quand on t'interdit de faire quelque chose, je veux bien. Genre, on t'interdit d'aller sur le périph' avec tes voitures critères 3, 4, etc., machin, et de rouler à 50, etc. Bon, ok. Mais donne-moi la solution de venir avec des transports cohérents, avec des horaires cohérents. Moi, je viens de la campagne, je ne peux pas venir autrement qu'en bécane sur Paris. Ah oui, Enfin, c'est vraiment, une cata. là, j'aurais jamais été à l'heure. Il faut que je prévoie 3 heures de mon temps alors que j'ai 1 heure et demie de transport. Parce que tu sais jamais, parce qu'avec les RER, il n'y a jamais rien qui va. Mon père travaillait ici les Moulineaux quasiment 25 ans de sa vie. Et on habitait dans le nord de Paris. Il faisait plus de 4 heures et demie de transport par jour pour aller travailler. Alors, très fier de mon papa, encore une fois, le courage qu'il a, bravo. Le temps Euh, perdu, il est énorme. Mais le temps, enfin, t'as 4 heures, il est épuisé quand il rentre le soir. Et quand il part le matin, c'est pareil. Il n'y a pas d'autre solution. On engorge le périph' encore plus, on engorge Paris en interdisant les bagnoles dedans. Du coup, je fais comment pour venir après? S'il y a une autre solution, j'ai pas de problème. Moi, ce Paris sans voiture, je suis chaud, hein. Mais donne des solutions. Ouais. Parce que là, j'en ai pas. Moi, en tant que campagnard, j'en ai pas. En tant que Parisien, oui, peut-être. Tu prends le vélo, la trotte, machin, tu fais ce que tu veux, ok. Oui, quand il pleut pas, il y a Tout ce que beaucoup tu de- il y a veux. il y a beaucoup de choses. Et puis, on nous parle de l'électrique. Donc aujourd'hui, on nous avait mis des bonus sur l'électrique qu'on nous a enlevés. Donc on nous encourage plus à acheter de l'électrique. Maintenant, on met des malus pour aller vers l'électrique. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que moi, j'ai toujours dit, pour les gros malus, faites un malus annuel. Un mec qui achète une Porsche, souvent, il va la garder 2 3 ans, il va prendre un autre modèle parce qu'il va toujours vouloir plus, Ouais, plus, pourquoi plus. pas. C'est un modèle Bah, qui marche. derrière, lui dire, je te mets un malus de, allez, 5 000 balles par an. Ton malus, tu sais que tu utilises ta voiture 2 ans, va te coûter 10 000. Ça, c'est mieux. Et puis celui d'après paiera que 5 000 au final. Et l'État va récupérer dans le temps son malus Oh, complet. mais là, regarde, c'est super. Là, ils mettent 60 000 au premier proprio. Puis là, du coup, au deuxième, il lui mettra peut-être 40 000. Puis au troisième, il lui mettra 30 000. C'est vachement plus rentable, hein, franchement. Leur place, je ferais pareil. Alors, après, Aujourd'hui, ça va être franchement, Non, c'est terrible. franchement compliqué. Et ça nous enlève la passion et ça fait peur. je suis un peu plus nuancé. Je pense que les passionnés qu'on va perdre, c'est ceux qui ne l'étaient pas encore vraiment. Parce que les vrais passionnés, enfin moi, ça a beau arriver, ça va pas m'enlever ma passion. Je vais plus difficilement la vivre, donc ce sera plus compliqué pour moi, mais je ne vais pas plus être passionné pour autant. Par contre, ceux qu'on aurait pu faire passer dans notre secte des passionnés d'automobile, bah eux, ils y passeront jamais. Parce qu'effectivement, c'est déjà tellement compliqué avant tout ça d'y rentrer, parce que les voitures, ça coûte quand même cher, c'est pas une passion accessible, etc. Bon, là c'est sûr que tu les auras plus jamais. Mais
alors je vais pas être, entre guillemets, d'accord avec toi, dans le sens où quand je te dis on va perdre les passionnés, c'est que derrière, bah, si la nouvelle Porsche, et là c'est le cas pour la nouvelle 911 qui est sortie, le facelift, on te fait une hybride et tu as un malus à 70 000, bah en fait tu vas plus en voir des Porsche dans la rue. Ah oui, je suis Donc tu d'accord. n'auras plus T'as cette raison. passion de te dire je vais voir des belles voitures parce qu'on n'aura plus d'ici 10 ans, tu verras plus de Ferrari dans la rue ici, avec des plaques bulgares, des plaques Monaco, des plaques d'autres pays. Et en fait, donc ça veut dire que notre argent qui Oui, aurait dû être payé dans tout notre à fait. pays va aller dans d'autres pays parce qu'on cherchera Ah, moi, c'est. à payer Ouais. moins. Et ça rend extrêmement dingue les dirigeants comme moi où on vend de l'occasion et qu'on veut que le business fonctionne, on veut que l'argent tourne, comme dans les années 90, dans les années, dans les plus belles Et années de en la France, France. où ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait, l'argent tournait, l'argent circulait. Là, il va plus circuler cet Non, argent-là. non, non. En France, quand t'es entrepreneur, vraiment, tu te fais juste cartonner. Mais à toutes les échelles, hein, je veux dire, vraiment tout le monde. Hein. Les gens qui ont une boulangerie et un Ah business oui. à taille beaucoup plus humaine que toi, par exemple, où Mm. tu as 100 franchises, etc. Tu vois. Mais eux, c'est pareil, ils sont cartonnés. Ah non, ouais, tout le monde. 'Fin, tout le monde se fait cartonner et à la hauteur hein, de ses problèmes, hein, tu vois, et de ses ambitions. Euh, mais c'est terrifiant parce qu'on pousse tous les entrepreneurs, et plus ils sont gros, en fait, parce qu'une boulangerie, a priori, elle va pas aller s'expat au Ouais, bien Luxembourg, sûr. hein, a priori. Eux, ils vont se faire avoir jusqu'au bout parce qu'ils peuvent pas aller ouvrir une boîte, une holding, je sais pas où, je sais pas quoi. Mais les grosses entreprises, bah, du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles se barrent. Enfin, à un moment, tu, 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 si j'étais Apple, évidemment que je vois pas pourquoi je viendrais en France. Enfin, pardon, Mm. Mm. parce que je comprends même pas pourquoi je paye, parce qu'en plus, l'argent, tu le vois pas, tu sais pas où il va, tu sais pas comment. Ouais, à un moment, je comprends que les très grosses entreprises, quand elles sont en France, il y a un moment, elles décident de trouver des solutions. Je cautionne pas l'évasion fiscale et autres, mais On la cautionne franchement, pas, mais malheureusement, la mais France là, pousse à le faire. bah, comment ça le fait? Bah, Parce que, elle bah oui, pousse à le faire, elle pousse à ce qu'on immatricule les véhicules dans d'autres pays, elle pousse à ce que ah bah, l'argent ne nous, circule pas, et ça, c'est tu tellement sais dommage. quoi? Alors, quand on voit des nouveaux pays, alors même si c'est pas exemplaire, et moi, je suis pas pour tous ceux qui font des vidéos, qui vont à Dubaï et tout ce que tu veux, Non, non, mais non. c'est des pays qui attirent justement les capitaux pour venir en disant bah, tout est plus simple chez nous, et au final, pourquoi on ne trouve pas des solutions dans notre pays qu'on aime, moi, celui où je suis né en tous les cas, pour pouvoir réussir à nous taxer, mais de façon modérée, à nous laisser vivre de nos passions et à faire en sorte que tous les métiers n'aient pas de restrictions en plus que toutes les taxes qui sont données. Ah non, mais c'est un enfer. Moi, je me rappelle que vraiment à l'époque, justement parce qu'on a toujours tout voulu faire droit sur tout ce côté-là, parce qu'en plus, on est exposé. Donc, tu vois, ce serait complètement con de faire des dingueries fiscales. Euh, on se faisait la réflexion quand on commençait à vraiment bien gagner. Bah, à chaque fois qu'on payait des impôts, c'était on dit ah tiens une Ferrari de plus pour Macron. On dit ah tiens let's go et encore une Ferrari qu'on n'aura pas. Tu vois parce que vraiment tu te dis mais les sommes qui partent et tout et c'est normal de contribuer à Bien l'effort sûr. national et tout ça et c'est pour ça qu'on a toujours voulu le faire comme ça parce qu'on nous a proposé hein, comme tu nous l'as dit tout à Oui, l'heure d'aller hein. en Il Belgique, y a des d'aller. gens qui nous ont approchés pour nous dire nous si vous voulez les gars on se débrouille on vous envoie je sais pas où je sais pas quoi paradis fiscal on va se débrouiller machin avec ce que vous générez ça va être cool vous aurez tant de plus etc. On a dit non. Pardon, c'est pas là pour le coup, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans les valeurs qui sont celles qu'on partageait et puis qu'on véhiculait. Enfin, non. Mais je t'assure qu'il y a un moment, tu te dis, Mm. ouah, je comprends en tout cas la réflexion de Par certains. rapport à l'économie. Ah Ouais, ouais, tout à fait. on t'aide pas, en tout cas, vraiment, on t'aide pas. Et C'est ça, sûr que c'est un moyen où, ouais. Toutes les voitures que tu as roulées, un souvenir de la plus belle ou de celle que tu dirais que tu rachèterais un jour? oh là, bah, j'ai pas les moyens déjà. Un Et jour? oh, bah non. Non, mais ça, je pense que même un jour, je les aurai jamais. Non, moi, ma voiture de rêve, de toute façon, c'est simple. Maintenant, ça commence à se préciser au fur et à mesure que les gens me posent la question. Et c'est vraiment la CLK GTR que j'ai jamais roulée. CLK GTR, ok. Ah, ouais, CLK GTR, vraiment là, la dernière qui s'est vendue, je crois qu'elle s'est vendue 15 millions. Enfin, non, bah, 612 chevaux, quasiment 800 newtons, V12, incroyable de l'époque. Enfin, une année. Donc si demain tu es très 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 Ouais, riche, là, il va falloir bosser là. tu te rachètes une. Ouais, si tu veux. J'ai pu lire que tu avais un petit carnet où tu avais préécrit Oui, 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 oui. toutes les idées folles. Non, pas toutes, pas toutes. Mais il y avait, ouais, j'étais arrivé, bah, ça c'est une anecdote que les gens connaissent maintenant. Hein. Je suis arrivé le premier jour où on s'est revus après le covoiturage qui nous a fait nous rencontrer avec Sylvain. J'étais arrivé avec un petit carnet où j'avais déjà écrit plein d'idées le format Vultec, le format essai. J'avais déjà un peu les idées de comment je voudrais euh, euh,
mettre à profit justement son savoir automobile à lui et comment on pouvait l'exploiter pour en faire des trucs cool, quoi. Et donc, ouais, j'avais mon petit carnet et tout. Alors, évidemment, après, dans Villebrequin, les idées, on en a eu tous les deux, on les a écrites tous les deux. Enfin, on en parlait, ça venait au fur et à mesure des questions et tout. Mais si là, j'avais un format. Ouais, si t'avais une idée folle, tu dirais, bon, je fais un nouveau format, Pierre sur Bah, la Lune. Alors, en vrai de vrai, et le prenez pas comme un teasing parce que c'en est pas un, mais j'en ai déjà là des idées folles qui sont pas nécessairement sur YouTube d'ailleurs, qui sont des formats, hein, mais qui sont pas sur YouTube, que je suis en train d'écrire. Donc je peux pas en parler parce que je veux pas teaser des trucs qui verront peut-être pas le jour parce qu'en fait, C'est un projet ils diront, pour voilà, l'instant. c'est en projet, mais il y en a plein qui me plaisent beaucoup, ouais, ouais, vraiment. Pas toujours sur l'auto d'ailleurs. Il y a de l'automobile, Ok. mais pas que. Ok, donc peut-être qu'on verra. Vous verrez Pierre prochainement Et peut-être dans un qu'on verra épisode au pas, Top d'ailleurs. Chef où il va Ouais. il va déglinguer des gâteaux. Exactement. Et Ça peut-être peut- surtout que vous verrez pas, parce que peut-être que je serai pas devant la caméra. Ah, aussi. Peut-être. Pierre, on va te remercier pour cet épisode. En tous les cas, Merci ça a beaucoup été de m'avoir invité. un vrai plaisir de discuter avec toi de plein de sujets automobiles. J'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager. Soyez vraiment sympa dans les commentaires, à moins que vraiment il y ait quelque chose qui ne vous plaît pas et qui est légitime. Beaucoup d'invités qui vont arriver prochainement et ça va faire très très mal sur déclencheur. On va déclencher beaucoup de choses. À très bientôt. Ciao.